Praxkina, ici Alexandre Niquado, accompagné de mon collègue André Dudomaine. Cette semaine, nous avons un invité qui va se joindre bientôt à nous. En fait, c'est Niap Sanders, Nancy Sanders, une artiste pluridisciplinaire. Fait que va se présenter tantôt quand elle va se joindre à nous. Fait en attendant, je vais laisser la parole à mon collègue André. Voilà. Alors, on s'entend mieux à micro ouvert. Donc, Koué Alexandre, merci. C'est toujours un plaisir de se retrouver les mercredis midi pour des échanges qui se veulent amicaux, détendus, mais néanmoins qui peuvent amener toute une réflexion, une ouverture, des visions sur le grand univers culturel des nations premières, des peuples autochtones, particulièrement ici dans la région de Montréal. Alors, Terres en Vue, comme on le sait, c'est une association qui a pour but de faire connaître, de diffuser les productions culturelles des premiers peuples inuits, des gens des Premières Nations, de façon à encourager les échanges interculturels, la compréhension, l'amitié entre les peuples et aussi le développement social, économique qui vient avec automatiquement avec le développement artistique et culturel des communautés autochtones qui participent à la vitalité du Québec, du Canada, par le rayonnement, l'importance qu'elles ont auprès du public d'ici et des publics d'ailleurs. Alors, incidemment, on est à préparer la saison d'été. Alors, restez proche de présenceautochtone.ca. C'est certain que le site est encore en construction, mais derrière le site, il y a des gens qui travaillent à une programmation estivale qui va être riche, importante, et là, ça va être en vrai formidable. On va se retrouver entre nous au coude à coude. Alors, il y aura des activités en juin. Il y a tout un programme qui va être là autour du 21 juin avec différents partenaires. Un programme qui va être encore plus riche que celui des autres années, puisqu'il y a de plus en plus de collaborations qui se dessinent autour du 21 juin et aussi autour du mois de l'histoire des Autochtones. Alors, nous y travaillons activement. Et puis, bien sûr, du 9 au 18 août, il y aura le Festival international de présence autochtone qui va prendre place. Bien sûr, la place des festivals sera joyeusement et magnifiquement prise par nos installations, les artistes des premiers peuples, et ça va être magnifique. Et puis, il y aura évidemment du cinéma, des activités en salle ailleurs dans la ville. Alors, ce sera une année formidable, une année de relance, et on travaille très fort, notamment avec le partenariat du quartier des spectacles, qui cette année appuie très activement tous les festivals d'été qui pour une relance, et on est en train de revoir la scénographie. Ça va être magnifique, on aura l'occasion de s'en reparler. Mais aujourd'hui, on est là pour mettre en valeur une artiste qui a un show, une exposition formidable en ville qu'il faut absolument aller voir. Alors, je pense, Alexandre, que Nancy... Ah ben la voilà, bonjour. Salut. Alors, Nancy, c'est la coutume.
on va te laisser te présenter et j'ai bien l'impression que en partant, on va avoir un bain d'Inuktitut et on ouvre tout grand nos oreilles pour t'entendre. Unlukut nakamay tawgamod lumi Nancy Sanders nguyungakut jomyungut sunga allanguattiuvunga tallimalu tuyaqqaarui sananguatakka takutsausungulit mata or tallimaqqumat. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir ici. Mon nom est Nancy Sanders, je suis d'origine de Kuujjuaq, dans le Nunavik, et ça fait peut-être 5 ans, 6 ans que je partage mon travail publiquement. Et c'est ça, merci de m'avoir aujourd'hui. Ben oui, on est très contents. Écoute, en juin dernier, à Présence autochtone au festival, le jury du prix Panorama, qui était un tout nouveau prix, tu as été la première récipiendaire. Oui. Alors, on remercie Citon Panorama, Benoît Loyer, là, qui est un entrepreneur autochtone qui a créé ce prix pour les jeunes artistes prometteurs en art visuel. Et le jury a été clairvoyant, c'est à toi qui l'a donné. Puis quand j'ai vu ton exposition McCord, j'ai dit wow! Comme ils ont bien choisi la personne. Alors, merci beaucoup. Je me sens assez choyée d'être capable de vivre une vie créative comme ça, puis d'avoir une réaction aussi positive des gens, parce que être artiste, c'est une chose, mais d'être artiste accompli, c'est une autre chose. Puis vraiment, là, il y a une ligne très fine entre artiste mal compris et artiste réussi. La ligne est vraiment, vraiment fine. Fait que oui, je me sens très choyée. Puis, it's hard work, though. C'est beaucoup de travail, là. Mais je voudrais pas que ça soit autrement, là. Non, ça, puis je dois dire, une époque assez formidable. Moi, avec mes cheveux blancs, j'ai vu des périodes où, effectivement, pour les artistes des premiers peuples, qu'ils soient inuits ou de l'une ou l'autre des Premières Nations, la ligne était épaisse, puis ils étaient maintenus en deçà. OK. Et on a réussi à l'amincir pas mal, et là, ça donne la chance à pas mal d'artistes de sauter par-dessus, et c'est vraiment formidable, ça donne des résultats extraordinaires. D'ailleurs, j'aimerais, tu as beaucoup travaillé pour Pikutiapit, excusez ma prononciation, l'exposition qui est maintenant au McCord, que je dis qu'il faut aller voir, et je vais le répéter encore plusieurs fois. On va peut-être me trouver radoteur, mais quand on ira voir l'exposition, on va me remercier d'avoir insisté. Mais c'est qu'au McCord, les artistes en résidence travaillent à partir des archives. Oui. Et moi, quand j'ai vu les magnifiques photos tirées des banques, des trésors du McCord, j'ai fait « Ah! » Et là, j'ai pensé, j'ai dit « Ma foi, une artiste Inuk qui arrive et tout d'un coup voit ces photos, quel moment ça a dû être? » J'aimerais ça que tu nous parles de ce premier contact quand tu as vu ces images-là pour la première fois. En fait, au musée McCord, j'ai été mis en contact avec les artefacts qu'ils ont. C'est une collection d'au-dessus de 16 000 artefacts. Là, je ne sais pas si c'est 16 000 artefacts inuits ou 16 000 artefacts en tout, mais je me suis concentrée beaucoup sur les artefacts inuits. Et tiroir après tiroir, j'étais complètement bouleversée par la beauté, l'ingéniosité. C'était, puis tu sais, des artefacts de partout, hein, de Labrador, Nunavik, Nunavut, Inuvialuit, et c'est vraiment des objets qui sont tellement impressionnants. Et en fait, c'est ces objets-là, en fait, qui ont informé mon œuvre qui se trouve à Pikutiapit. Les photos, j'ai eu la chance d'en voir avec le musée McCord, mais ces photos-là, si je ne me trompe pas,
parce que j'ai fait affaire avec beaucoup de monde. Je pense que ça vient des archives de la connexion, archives comme Canada, je ne sais pas trop, il faudrait que je vois. Est-ce que ce seraient des photos qui se trouvent aussi, je sais, à Vatak, l'Institut culturel Oui, inuit, a beaucoup de... Oui, Avatak aussi a beaucoup de photos, mais ces photos en particulier, je pense qu'ils sont de Archives Canada ou quelque chose comme ça. Excuse-moi de ne pas avoir la place exacte. Ah, ben non, écoute, excuse-toi pas. Effectivement, il y a Archives Canada ont effectivement aussi à Ottawa, dans la capitale, des archives importantes. Ils ont été assez généreux et assez rapides pour la demande d'avoir des photos puis de les voir en grand comme ça. C'est tellement différent. C'est rare qu'on va les voir en aussi grande taille. Puis c'était ça l'idée, c'était de créer un peu une présence de femmes dans la salle. Et les artefacts que j'ai choisi de présenter dans le Perrothépite, c'est aussi des outils que les femmes inuites auraient utilisés pour créer ces vêtements-là. Des aiguilles, les houlos, le couteau traditionnel de la femme, des dés à coudre fabriqués à la main en ivoire, des grattoirs comme ça pour enlever la graisse comme ça sur la peau. J'ai choisi comme des objets un peu limités. Je voulais garder ça très slick, un peu l'expo là. Puis je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout dans l'expo est très monochrome et noir et blanc, sauf tout ce qui est perles. Tout ce qui est perles, c'est les seules choses qu'on voit en couleur et c'était un peu l'idée derrière cela. C'est vraiment le manteau, le arnautique qu'on voit qui est vis-à-vis, en fait, mon œuvre, qui était vraiment ce qui a inspiré le plus ma pièce. Elle était tellement magnifique. J'ai été le souffle coupé quand j'ai vu le manteau pour la première fois. Avoir la chance de le toucher, puis de prendre des photos, c'était vraiment une très belle expérience. Puis je remercie le McCord pour donner une opportunité comme ça aux artistes. C'est nécessaire là, qu'on raconte maintenant nos histoires, puis qu'on éduque aussi les gens du musée. Parce que, tu sais, quand j'ai ouvert les tiroirs, les gens avec qui je découvrais ces tiroirs-là ne connaissaient pas tout à fait l'usage de ces artefacts-là. Ils savaient juste que c'était tel objet ou tel objet. C'est moi, par la suite, que j'étais capable d'expliquer c'était quoi les objets là, en plus en profondeur. Fait que ça a été comme une découverte de leur côté et du mien en même temps. Une chose aussi qui m'a frappé en voyant ces photos, c'est comment... C'est une chose qu'on dit souvent, au moins ici à Terre en Vue, on insiste toujours beaucoup là-dessus, que l'art autochtone a toujours été actuel et que nos sociétés ont évolué avec l'histoire, alors que souvent, la démarche de Curtis, par exemple, en photographie est très ou de Flaherty en cinéma, c'est très symptomatique de nous enfermer dans un passé immuable. Ouais. Et là, on voit ces dames qui sont tout à fait fièrement inuites, et adressent ce qu'elles sont, mais les perles de verre, c'est moderne, c'est quelque chose qu'ils prennent à un moment historique où ça arrive et ils savent très bien s'en servir et l'intégrer dans leur travail et dans leur tradition. Et d'abord la beauté, effectivement, de ces motifs, c'est renversant. Et puis la fierté dans le regard, dans cette attitude de façon dont il regarde la caméra en disant à la caméra, toi, tu m'avaleras pas. Il y a quelque chose c'est vraiment des photos, c'est vraiment des photos magnifiques, puis tu le décris tellement bien. C'est que le perlage, c'était pas quelque chose. Tu sais, oui, on avait des objets on embellissait les manteaux et tout avec l'ivoire, des dents. Mais quand le perle est arrivé, on l'a très rapidement inclus et and we mastered it very quickly. On a adopté et très rapidement, on est devenus les maîtres de cette pratique-là, en fait.
Et ça démontre vraiment une ingéniosité. Puis ça m'a surpris aussi, comme ça surprend tout le temps, quand tu vois ces vêtements-là, tout perlé comme ça. C'est vraiment impressionnant parce que tu dois penser que ces femmes-là, ces hommes-là ont dû d'abord fabriquer les outils pour aller à la chasse. Ensuite, aller à la chasse. Ensuite, dépecer, nettoyer, étirer, sécher, ramollir, couper, coudre. Par la suite, on mettait les perles. Dans un monde, on se dit, difficile et c'était comme la survie, puis les Inuits étaient dans des situations super difficiles. Tu ne penses pas que tu prends le temps de décorer les vêtements, ni même les caissons d'aiguilles faites à la main. On a pris le temps de mettre des marques dessus. On a pris le temps de les genres de boutons pour retenir le capuchon comme ça. On prenait le temps de mettre des motifs dessus. Les houlous, on avait tous des motifs. Tous les vêtements. C'était aussi pratique, mais aussi beau. Et c'est ça qui m'impressionne, qui m'impressionnera tout le temps. C'est qu'on devait subvenir à nos besoins de nourrir et d'habiter comme des places pour vivre, mais aussi on prenait le temps de mettre les choses jolies. C'est vraiment impressionnant pour moi, là. Moi, j'ai-tu le droit de fumer ou est-ce que j'ai. Je peux-tu, ça te dérange-tu? Oui, non, bon. Je vais juste fermer ma porte. Ouais. Il n'y a pas de censure ici. Ok, c'est tant mieux. Je suis dans mon studio, je suis en train de préparer pour bac, justement. OK. Moi, les fenêtres sont ouvertes, alors ça va. Mais ça ne dérange pas. Oui, ça me rappelait. Je suis le artiste stéréotype de me réveiller tard et de fumer, de la vie de poème. Là. Ça sent la cigarette, le café puis la peinture chez moi. Oui. Il y a des photos de Picasso dans son atelier. Le plancher est complètement couvert de mégots de cigarettes. Oh, oui, c'est vraiment un truc stéréotype, là, mais it's my fuel for now. Là. C'est probablement le seul stéréotype que tu te permets, alors ça va. Oui. Le stéréotype d'une artiste aussi, là, il faut quand même en avoir. Là. Mais pour vrai, j'ai tellement aimé cette expérience avec le McCord. J'ai appris énormément professionnellement. Parce que moi, je suis toute nouvelle là-dedans et j'ai eu quelques expositions solo. J'ai eu la chance, en assez peu de temps, d'avoir des expos à Marion Scott Gallery à Vancouver, des expos avec ma galeriste qui est à Toronto, Feely Fine Arts, et un expo au Capital One, la banque Capital One, une expo temporaire que j'ai eue. Puis jamais je me suis occupée de ça. C'était toujours voici les œuvres, puis c'est eux qui s'en occupaient. Mais là, d'être là, à savoir toute l'équipe qui derrière une expo, tout ce qui est texte à préparer, tout ce qui est organisation d'une salle, c'est des choses que moi, j'ai jamais vraiment fait, puis je me suis jamais questionnée sur ce qu'il y a à faire pour préparer une expo. La lumière, l'ambiance, est-ce que tu veux que ça soit clean? Est-ce que tu veux que ça soit rempli? Est-ce que tu veux que les lumières soient bright ou sombres? C'est vraiment des questions que je ne me suis jamais posées en tant qu'artiste. Et oui, j'ai appris énormément là, par rapport à ça. Fait que je suis très reconnaissante du Musée McCord par rapport à ça. Ils m'ont beaucoup guidée. C'est vraiment génial. Mais de fait, dans cette salle, j'ai vu plusieurs expositions là, qui, avec des artistes en résidence, c'est toujours la mise en place, la lumière, l'ambiance, toujours très soigné et fort respectueux. Ça donne toute une dimension au travail de l'artiste. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y avait le matin, suite à le matin avant l'ouverture officielle, il y avait un tour de l'équipe, en fait, puis chacun parlait de qu'est-ce qu'ils ont fait en tant que conservation, en tant que lumière, en tant que ci ou ça, communication.
j'ai été surpris par une équipe de 30 quelques personnes. Là. Je suis arrivée la dernière, puis en rentrant, ça m'a surpris. J'ai dit, wow, vous êtes tombés. Je pensais qu'on aurait été 5, 6, mais on était 30 plus. Là. Ça m'a touché. Oui, alors, je suis curieux, comment ça se fait qu'une fille de Coudjouac se retrouve artiste et fumeuse à Montréal aujourd'hui? Ben, en fait, j'ai grandi à Coudjouac. Ma mère, elle est très artistique dans son propre façon d'être. Elle a une façon de voir la vie qui est complètement différente. Elle est très sensible. Et en grandissant, elle faisait de la peinture à l'huile. Et je me rappelle, j'aimais ça, regarder la peinture. Je voulais manger la peinture. Je trouvais ça tout coloré et tout. Et elle m'a présenté un peu au dessin et des trucs comme ça. J'ai toujours eu cette envie d'expression un peu comme ma mère. Puis, en fait, j'étais pour la première fois, j'ai entendu le piano pour la première fois à la radio. J'avais demandé à ma mère c'était quoi. Et elle me dit, c'est le piano. Non, non, non. J'ai dit, c'est beau, c'est ce que je veux faire. Je veux être pianiste. Dans ma vie, c'est ce que je veux faire. Et par la suite, tu sais, être à Coudjouac, dans les années 80, il n'y avait pas grand-chose qui se passait, là. Fait que mon rêve de devenir pianiste, j'avais demandé un grand piano pour Noël et j'étais vraiment déçue que je ne l'ai pas reçu. Mais j'ai par la suite vu à la télé quelqu'un qui dansait sur une scène avec la lumière bleue puis les draps blancs et elle avait une robe très fluide comme ça. Elle allait danser comme la danse contemporaine. Et j'ai dit, ça y est, c'est ce que je vais faire. Je vais être danseuse contemporaine. Je voulais des cours, mais encore une fois, il n'y avait pas grand-chose. Mais ce que j'avais accès, c'était le crayon, le papier, la peinture avec ma mère. Et donc, je me suis vraiment concentrée là-dessus. Puis ça fait, c'est quelque chose que je fais depuis le plus longtemps. J'amenais mes crayons et le papier en camping quand on partait. Et mon père aime beaucoup raconter cette histoire que je pleurais parce que je n'arrivais pas à réaliser ma vision sur papier. Je voyais quelque chose dans ma tête, mais j'y arrivais pas à le faire. Mais j'étais jeune, là. Fait que j'ai toujours été très artistique dans ma vie. Ça venait de ma mère. Et à 23 ans, j'ai décidé de venir à Montréal pour devenir professeur. Je voulais être professeur au primaire. Et en anglais, langue seconde, des trucs comme ça. Et finalement, quand j'ai fini le cégep, j'ai pris une année sabbatique. Puis c'est là que je me retrouve avec plus de temps, plus de ressources. Fait que j'ai commencé à m'acheter un peu plus de matériel. Et les week-ends, quand j'avais pas de devoirs et tout, pendant mon année sabbatique, ma créativité a recommencé en fait. Mais ça a toujours été quelque chose de privé, je ne le partageais pas. Et c'est mon chum, en fait, qui a vu mon travail. Il dit, c'est vraiment beau ce que tu fais, tu peux vendre ça. Tu peux essayer de montrer ça. J'ai dit, non, il n'y a pas personne qui veut ça. Il n'y a pas personne qui veut voir ça. Je me pensais pas assez bonne. Et toute ma vie aussi, ma mère me disait, tu peux vendre ça. J'ai dit, non, 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 non. Mais j'ai eu je sais pas, j'ai eu un peu de courage, puis j'ai partagé sur Facebook. Et depuis ce temps-là, ça a juste explosé. J'ai vu... J'ai vu une explosion dans ma carrière en si peu de temps que c'était un peu overwhelming. Mais oui, j'ai décidé de rester à Montréal parce que les opportunités sont plus là. Je retourne à la maison le plus souvent possible parce que je crois que c'est là que je puise mon inspiration. Je pense que ça vient du... C'est pas que je pense, je sais que ça vient de l'énergie du territoire. C'est presque palpable. Puis je rentre à la maison, je me ressource, je vois la famille, je me remplis d'idées et je viens ici vivre l'hiver et je produis pendant l'hiver. Mais oui, c'est comme ça, c'est arrivé. J'aurais jamais imaginé que j'allais être artiste en plein, jamais de la vie. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais dit jamais de la vie. Oui, il me semble, je ne sais pas si c'est
particulièrement l'héritage des femmes inuites, mais tu me sembles très, très tactile. Quand tu parles, il me semble que tu es toujours en train de toucher quelque chose. Et de fait, il me semble que dans l'exposition, tous ces vêtements, ces outils, on a envie d'y prendre aussi. Hein? Il y a là quelque chose qui vient des mains beaucoup. Oui. Ben je sais pas, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça, mais peut-être. J'aime travailler de mes mains. Puis c'est drôle, hein, parce que les Inuits ont toujours été des gens très comme adaptable. Ils se sont toujours adaptés à leur environnement, à leur réalité, puis ils se sont toujours like self-sustain à partir de ce qui leur entoure et les outils qu'ils ont accès. Et je pense que j'aime ça, penser que moi aussi, je fais ça, la même chose. Avec toutes les ressources que j'ai, puis mes idées que j'ai, je me nourris moi-même, en fait. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français, mais self-sustain. Soutenir soi-même, j'imagine que c'est le mot. Voilà. Tu es autodéterminé. Oui, c'est ça. Et je me sers de mes mains, je fabrique des choses. C'est sûr que c'est pas la chasse, la pêche ou la couture ou rien, mais avec ce que j'ai, je m'auto fais vivre, en fait. et j'aime travailler de mes mains. J'ai souvent essayé de travailler dans des bureaux et je suis contente que j'ai pas été à l'université pour devenir prof parce que j'aurais pas aimé ça. J'aurais vraiment pas aimé ça. Puis tout ce qui est... Je me rappelle, il y a un été que j'étais à Kuujjuaq et j'arrivais pas à trouver d'atelier pour travailler. C'est vraiment difficile. C'est ce qui est triste, en fait, dans le Nord, c'est que c'est rempli d'artistes, mais il n'y a pas vraiment de place pour que les gens puissent travailler. Et la même chose pour moi. J'étais là, je trouvais pas d'atelier. Puis j'avais besoin de travailler, j'avais besoin de sous, comme tout le monde. Et on m'a offert un emploi dans un bureau. J'ai dit au monsieur, j'aime pas travailler dans le bureau. Il dit, essaye-le, tu peux faire tes propres cédules et tout. J'ai dit, oui, OK, je vais essayer. J'ai duré 5 jours et demi. J'ai rentré le 5e, le 6e jour. Je suis rentrée à 9 h et à un moment donné, j'ai regardé l'heure, il était 9 h 15. J'ai dit, waouh, j'ai un autre 7 heures à être assis ici devant un ordi à faire des trucs que j'ai pas envie. Je me suis levée, je suis partie. Donc, ouais, j'aime bouger, j'aime créer. That's what I'm good at. Ça me rend heureuse. Et autant que ça va me rendre heureuse, je vais continuer à faire ça. Et autant que j'ai des idées, je vais continuer à faire ça. D'ailleurs, c'est un message qu'on pourrait gentiment passer aux autorités inuites. L'art inuit est tellement important pour le peuple et pour son rayonnement dans le monde qu'on souhaiterait qu'il y ait plus de facilité pour le développement artistique des jeunes qui ont le talent et le goût pour s'engager dans une carrière de création. Ben oui, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, le nombre d'artistes, le nombre de gens qui ont des idées de création et des bonnes idées, là. Tu vois, j'ai eu la chance d'aller à Cape Dorset, un village de 1500 populations. Il y a 3 galeries d'œuvres à vendre. Il y a comme 3-4 ateliers d'artistes. Et sont 1500 et je pense que sont 1300 artistes dans un village. Puis vraiment très, très talentueux. Et les gens, ils ne comprennent pas que ça peut être une carrière. Longtemps, quand je me suis lancée, quand j'ai décidé de me lancer à 26 ans, de retourner à l'école en art, comme j'étais au Cégep du Vieux, tout le monde me disait, mais là, tu as 26 ans, tu devrais penser à peut-être le futur, de mettre de l'argent de côté, de te trouver une job, il faut un emploi de 9 à 5. Puis je leur disais, ça peut être un emploi, ça peut être un job. Et j'étais la seule à y croire, en fait.
mon copain aussi me poussait là-dedans, mais c'était dur de s'écouter soi-même. Puis beaucoup de temps, je me disais, qu'est-ce que je fais? Je devrais juste aller me trouver un emploi de bureau et tout, mais je préférais être un peu broke puis faire ce que j'aime que d'avoir de l'argent mais être malheureuse là, dans un bureau. Mais c'est à l'université que vraiment là, je prenais ça comme au sérieux puis je me disais que c'était possible. J'avais de plus en plus de contrats qui arrivaient. Puis ouais, j'ai eu la chance de rencontrer ma galeriste. Puis c'est à mon premier expo solo, en fait, j'ai décidé d'arrêter l'université parce que j'y arrivais avec un temps plein à l'université puis préparer un expo solo, j'aurais pas eu le temps. Fait que j'ai décidé de me lancer tête première, en fait, sans vraiment savoir la profondeur de l'eau. Et j'ai testé, j'ai dit le pire qui peut arriver, c'est que je retourne à l'école. C'est vraiment, tu sais, il n'y a rien de plus grave, là. Fait que j'ai préparé mon premier expo solo et en 24 heures, c'était tout vendu. Ça allait exploser encore plus. Puis là, ben, c'est ça, je suis rendue à 4 expos, une résidence. J'ai fait une résidence en Paris, en Finlande. J'ai fait une résidence au McCord. Et là, j'ai plein d'autres projets qui s'en viennent, mais oui, ça va très bien. Je suis très choyée. Ben, je suis curieux, parle-nous un peu de ces résidences à Paris, puis en Finlande. Finlande, c'est plus rare, là, il n'y a pas beaucoup de monde qui y est allé. C'est cool, c'est vraiment... la Finlande, c'était avec l'Institut Goethe, un institut allemand qui se trouve à plusieurs endroits à travers le monde. Il y a un bureau ici à Montréal. Et ils ont fait affaire avec Avatak, justement, à chercher... ils voulaient faire un genre de grand échange d'artistes nordiques. Et j'ai appliqué, j'ai été acceptée, puis j'ai eu la chance, j'ai fait 6 semaines en Finlande. Il y a d'autres artistes qui sont venus dans le nord du Nunavik, une artiste de la Norvège qui est allée à Inukjuak, une artiste de Yakoutsk, Russie, qui est venue en Finlande aussi. J'ai eu la chance de passer 6 belles semaines avec elle. Et fait que c'était vraiment un bel échange. Là. Ça a été un peu limité avec le COVID, mais ça quand même, c'était une belle réussite. Et j'ai rencontré plein d'artistes de la nordicité, en fait. Et on a justement des idées de projets plus tard et tout. Puis, ouais, c'était vraiment cool. Ça m'a inspiré. Puis, justement, je suis en train de faire une toile pour Baka, inspirée de ce que j'ai vu en Finlande, à ma manière, là. Et ouais, c'est... I would... Pour vrai, là, si les gens ont un sentiment qu'ils ne sont pas heureux dans ce qu'ils font, puis ont un sentiment de vouloir être créatif, de se lancer, le pire, je me suis donné une année à la fois. La première session au cégep, j'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? Je ne suis pas à ma place. J'étais avec des plus jeunes, beaucoup plus jeunes, j'avais 26 ans. J'ai dit, je vais finir ma session au moins, puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Puis après ça, c'était session par session. Puis là, je me suis dit, bon, ben cette année, ça a bien été. Je vais me donner une autre année. Puis j'y vais année par année. Je vais voir qu'est-ce que ça donne l'année prochaine. On va voir. Puis si les gens ont vraiment ce sentiment de vouloir être créatifs, je leur dis de se lancer. Quelqu'un de créatif, s'il ne crée pas, il devient malade. Je crois ça à 100%. Malade du corps et de la tête, de l'esprit. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai comme été obligée de faire, en fait, pour me garder stable et heureuse. Fait que, moi, j'essaie toujours d'encourager les gens de se lancer dans ce qui leur évoque la joie, dans le fond. Oui, en effet, c'est une belle leçon à lancer aux jeunes. Gardez votre tête dure et écoutez votre cœur. Au plus vieux aussi, si tu sens que tu as besoin de changer quelque chose parce que tu n'es pas tout à fait
là où que tu dois être, mais continue à chercher, là, il n'est jamais trop tard. Là. Mais oui, les Inuits sont très, 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 très talentueux. Les gens que je connais, ils méritent autant d'espace que moi, puis ça va venir là avec le temps. On commence à être de plus en plus sur la map, puis de plus en plus présent, puis on nous donne de plus en plus de place à parler, puis tant mieux ça. J'ai vu quelque part que pour toi, une figure inspirante, c'était Mathiosi Yaïtouk. Et ça m'a fait plaisir parce que Mathiosi, on le connaît, c'est lui qui a fait le trophée qu'on donne pour les prix en cinéma. Je l'ai proche parce que je savais que je te verrais aujourd'hui. Voilà. Ouais, c'est magnifique, c'est une pièce magnifique. Alors, évidemment, l'original est en stéatite. Ça, c'est un bronze qu'on fait couler. Wow. Et ça représente un épervier qui est l'animal le plus, sous différentes espèces, mais ça, c'est plus symbolique. C'est quand même l'animal le plus répandu de la Terre de Feu jusqu'à l'extrême nord. Alors, c'était une belle contribution d'un artiste inuit. Mathiosi est une perle, vraiment, là. Une perle, tellement une belle personne, talentueux. Puis j'ai eu la chance de passer 1 mois avec lui à Paris. Oui. Et sa femme aussi. Et j'ai appris tellement de lui. J'ai appris en termes de sculpture sur pierre, en termes de culture inuit, en termes de moi, ma personne. C'était vraiment parce qu'à Paris, c'était assez difficile pour moi parce que je passe pas tout de suite pour une Inuit. On pensait toujours que j'étais la traductrice. Mais on me disait aussi que j'étais pas une vraie Inuit. Bon. Que Mathiosi, c'est un vrai Inuit, que moi, je l'étais pas. Fait que Mathiosi a réussi à me stabiliser un peu dans mon doute de mon identité parce que, il dit, ta grand-mère est Inuit, ton grand-père est Inuit. Tu tiens le sang de ta grand-mère et c'est tout. Et tu parles la langue aussi? Oui, aussi, mais je l'ai perdu la langue parce que j'ai déménagé quand j'étais jeune dans le sud avec ma famille. Dans l'espace de comme 4, 5, 6 ans, j'ai perdu. J'étais retournée à 18 ans à Kuujjuaq et je ne comprenais pas ma grand-mère. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne parce que ma grand-mère m'a chicanée. Je ne comprenais pas tout à fait ce qu'elle disait, mais la seule chose que j'entendais, c'est Inuvuti, tu es Inuit. Fait que j'ai essayé de le réapprendre, mais il y a des gens qui parlent pas la langue, mais qui c'est des couturières imbattables. Il y a des gens qui parlent la langue, qui mangent pas la nourriture traditionnelle, qui ne coupent pas, mais qui parlent la langue. C'est vraiment là, la définition d'être Inuit est tellement en changement en ce moment. Et vraiment, Mathiosi m'a aidé à me sentir plus solide sur mes pieds. Et depuis ma rencontre avec lui, je peux me défendre un peu plus avec le soutien de Mathiosi et des gens de ma famille. Mais oui, Mathiosi, c'est une perle. Une perle. Je l'adore. Okay. Et quand on a vu ton travail, on sait que quand tu dis perle, c'est quelque chose d'important. Ah oui. Oui, ben, la pièce aussi au McCord, là, ça n'a jamais été quelque chose qui était fait pour être porté. Hein. Ce que j'ai fait, là, ça a toujours été dans l'idée d'être quelque chose accroché au mur, là, comme Akinnamutak, wall hanging, mais inspiré de plusieurs éléments des artefacts et aussi les vêtements que les femmes portent, le sapirotique, le truc perlé là, en avant les manteaux. Fait que oui, ça a été inspiré par toutes sortes de choses.
Et j'imagine qu'à Paris, avec Mathieu aussi, vous avez dû en rigoler un coup parce que c'est un comique. Ouais, il est très drôle. Il est très drôle, mais tellement talentueux. Tellement talentueux. Mais on a eu beaucoup, beaucoup de fun. Puis, tu sais, les Inuits, on se donne des surnoms et tout, là. Moi, j'ai plusieurs surnoms de plusieurs différentes personnes. Et après notre voyage ensemble, il m'appelle Inuk. Comme Inuk, like Inuk, il va me dire ah bonjour Inuk. Fait que je l'adore cet homme-là, ouais. Mais oui, il est assez comique. C'est un fou en fait. Oui, effectivement, la pièce que tu as créée, c'est impressionnant d'abord parce que effectivement, quand on sait ce qu'est le perlage, parce que plein de gens pensent qu'il suffit d'enfiler des perles, mais c'est un peu plus complexe que ça. Et c'est quand même une structure, une construction vraiment à plusieurs étages, à plusieurs niveaux, avec des motifs. En tout cas, moi, j'ai été complètement ébloui par ça. Et merci beaucoup. Wow! C'est bien songé, mais surtout, c'est bien travaillé parce que ça, oui, ça a dû être du boulot. Hein? J'ai eu 6 mois, en fait, en tout pour penser à l'œuvre, pour trouver le matériel. J'ai acheté des matériels aussi en Finlande. J'ai trouvé des matériels de Kudra comme le cuir de caribou naturel, là, comme non tanné, là, qui reste un peu blanc, là, crème. Mon cousin m'a envoyé des dents de beluga. J'ai eu comme plein de matériel de un peu partout. Puis oui, ça a été assez difficile, mais c'est drôle parce que je ne suis pas couturière, puis je fais pas de perlage. J'en faisais quand j'étais jeune avec ma grand-mère. J'ai beaucoup de souvenirs avec elle. Avec mes cousines aussi, on faisait des bracelets qu'on vendait aux infirmières puis les professeurs. Là. Mais cette technique-là, je l'avais appris il y a peut-être 8 ans avec Julie Grenier. Et je savais que j'allais m'en servir un jour, mais je ne savais pas trop sur quoi. Puis l'opportunité s'est présentée. Mais c'était comme 6 mois, là, assez. Faire des tests. Là, j'en ai d'ailleurs ici là, beaucoup. Pendant que je vous parle, j'ai plein de tests devant moi. Je regarde depuis tantôt. Et ouais, ça a été assez difficile. Puis si j'ai fini par avoir de l'aide, là, j'ai engagé Eva Saunders, qu'on a appris par la suite qu'on était cousines, mais elle vit ici à Montréal. Elle est perleuse et couturière. Et elle est venue, la toute première, la moitié de mon œuvre, elle a été cousue à la main par moi. Puis l'autre moitié, c'était avec la machine à coudre. C'était assez un triste moment pour moi de voir la machine comme ça, là, après avoir passé autant de temps à coudre à la main. Mais c'est symbolique quand même. Et elle m'a aidé beaucoup avec les dernières courses là, de perlage. Parce que sinon, j'aurais jamais été capable. Le perlage a été vraiment la chose la plus difficile que j'ai jamais fait dans toute ma carrière. Vraiment, là, ça prend une mentalité béton pour être perleuse. Vraiment, physiquement et mentalement, émotionnellement, ça a été la chose la plus difficile. D'être assis là, à la même place, à faire les mêmes gestes, à répéter, à coudre. Mon dos avait mal, mes mains avaient mal. À la fin, j'avais mal ici aux mains et mes doigts. Et vraiment le mental d'être assis là, concentré à faire le même geste, ça prend une persévérance et une détermination de béton. Il y a plein de fois, je me suis dit, j'y arriverai pas, c'est vraiment, ça me tente plus, je le fais plus, je vais faire autre chose, je vais peindre ou je vais dessiner à la place quelque chose. Mais oui, c'était
un gros challenge pour moi, mais je suis contente d'avoir réussi. Puis vraiment, je pense pas que c'est une activité à faire seule. C'est pour ça que toutes les femmes chez nous se ramassent les fins de semaine à coudre ou à parler ensemble. Moi, j'ai dû à un moment donné, parce que je travaille normalement avec de la musique, mais cette fois-ci, la musique, ça suffisait pas. Je me perdais dans ma tête, puis je devenais impatiente. J'avais besoin d'entendre parler. Et j'ai commencé à écouter des podcasts. J'ai commencé à écouter des podcasts, à regarder des émissions de télé un peu, juste la voix comme ça, pour être capable de me concentrer sur ce qui est en train de se dire, au lieu de me concentrer sur ce que je faisais. Parce que sinon, si tu te concentrais trop sur ce que tu faisais, après 10 minutes, tu n'étais plus capable. Là. Le dos, comme ça, en train de coudre, c'était vraiment la chose la plus difficile de toute ma carrière. Là. Bon, ben Alexandre, prends note pour le podcast. On va pouvoir annoncer que c'est un podcast qui aide au perlage. On va mettre un petit texte à la fin. C'est parfait pour le perlage. Ouais. Ben de parler à quel point c'est difficile de parler, je ne sais pas si ça va être encourageant pour vrai. Mais oui, ça a été une belle expérience. Et c'est drôle parce qu'en parlant, j'avais tellement de souvenirs que j'avais comme oublié de ma grand-mère qui venait en vague comme ça. Des choses que... Parce qu'elle, elle avait comme sa maison, mais en arrière, elle s'était fait fabriquer un hammock qui est comme une tente plus permanente avec une structure en bois puis le toit en canevas. Et sinon, elle avait comme une tente installée, puis elle y allait souvent passer ces journées-là à coudre ou à parler. Et quand j'étais enfant, pendant que je parlais, je me souvenais que je jouais avec mes cousines à l'extérieur comme ça, puis après, je rentrais et je sentais comme, je prenais un thé, il y avait le poêle à bois qui brûlait comme ça, puis elle était là avec la belle lumière, parce que les tentes, avec la lumière du soleil, ça devient un peu doré à l'intérieur, et comme une belle lumière là, chaude, enveloppante, et elle était là en train de parler, puis elle me disait de filer l'aiguille pour elle, puis de lui passer ça, de lui passer ci, puis elle me montrait comment faire, puis je me rappelle, j'étais toute jeune, puis je le regardais, puis tous ces souvenirs-là revenaient quand je parlais, quand je travaillais, quand je cousais. Je voyais les mains à ma grand-mère quand à chaque stitch, là, à chaque couture comme ça. Je sais pas, c'était... Mais j'ai rêvé à elle aussi pendant que je faisais mon projet, quelquefois. Elle riait de moi. Toutes les fois que je rêve à ma grand-mère, elle rit de moi. Elle me trouve très drôle. C'est quand même fou quand on parle de transmission. Dans le fond, il y a le film de Marie-Christine Pétiquet qui est en train de le faire. Elle a fait un court-métrage, un documentaire sur la transmission du savoir ancestral qui s'appelle Anishinaabemowin. Puis, dans un des commentaires qu'elle avait fait là-dessus, c'est qu'elle étudie encore, elle n'a pas appris la culture. Puis, tu as un aîné qui lui a demandé, est-ce que tu te rappelles d'avoir vu ta grand-mère faire ci, faire ça, faire, mettons, un panier d'écorce? Oui, mais tu as appris. Puis c'est souvent ça, ce qui est le fun, c'est que maintenant, moi j'ai toujours appris que l'apprentissage se fait en classe, avec un cahier de notes, prendre des notes. Mais chez nous, c'est beaucoup avec l'observation. Puis maintenant, au l'âge où je suis rendu, j'ai plein de souvenirs qui émergent. Des affaires que j'ai appris quand j'étais jeune. Mettons, comment poser un collet, comment faire une tente. Comment arranger le poisson comme ça. C'est ça. Comment dépecer un lièvre. C'est des affaires qui me reviennent naturellement. Puis c'est des souvenirs aussi de mes grands-parents de ça. Puis c'est ça que je trouve qui est le fun avec notre façon d'enseigner les jeunes. On enseigne par observation. Puis c'est vraiment... Des fois, je m'arrêtais
parce que j'étais comme overwhelmed de joie ou de un genre de nostalgie ou de tristesse parce que ça fait longtemps que ma grand-mère est décédée. Et je m'arrêtais, puis je me souvenais d'elle. Et j'étais en train de l'aimer. Puis après ça, je reprenais à travailler. Puis c'est justement des rêves d'elle ou des souvenirs de ça. C'est une belle expérience quand même. Là. Puis oui, c'est comme ça, en fait, que les Inuits aussi, on apprend là, par observation. Puis j'ai rencontré beaucoup de professeurs modernes là, pour le mécanique ou le bricolage ou des trucs comme ça. Puis les profs, ils disent tous la même chose. Je le fais une fois, sans expliquer. Mes étudiants Inuits regardent une fois, sont capables de le répéter. Et on apprend tellement vite comme ça. Puis on ne pose pas de questions. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu fais ça? C'est pourquoi tu fais ça par la suite. C'est toujours, on va être répondre par un aîné, c'est tu verras. Si tu es silencieux, là, si tu arrêtes de parler, tu vas voir. Tu vas comprendre si tu me laissais 2 minutes. Et oui, c'est une différente façon d'enseigner, c'est une différente façon d'apprendre. Mais oui, ça me faisait plaisir de voir ma grand-mère dans mes souvenirs. Des trucs que j'avais vraiment complètement oubliés, en fait, qui revenaient avec le geste. Et c'est drôle parce que pour travailler, j'avais besoin maintenant de lunettes. Et ça me rappelait quand je filais l'aiguille, puis ma grand-mère a dit « Ah, des beaux yeux d'enfant, des beaux yeux d'enfant qui fonctionnent bien. » Et maintenant, j'étais là, j'étais plus capable, j'étais me chercher mes lunettes pour être capable de le faire. Ça me manquait mes beaux yeux d'enfant. Ah ben écoute, ça je peux te rassurer, ça me dit encore de très beaux yeux. Mais ils ne fonctionnent pas aussi bien. J'ai besoin de lunettes maintenant pour voir. Je ressemble à ma mère. Surtout quand elle fait ça comme ça. En tout cas, cette exposition, oui, qui s'intitule Pikutiapit. Qu'est-ce que ça veut dire, Pikutiapit? C'est Pikutiapit, c'est un mot traduit littéralement, ça veut dire précieuse, objet qui nous appartient, comme precious belongings, précieuses choses, mais aussi dans un dialecte de Hudson's Bay, au Nunavik, c'est le mot qu'il utilise pour le perle. Nous, pour moi, pour Angavabe, Sapanak, ça veut dire perle, mais pour eux, c'est Pirutiapit, qui veut dire perle, et tous les objets que je voyais dans les artefacts que je voyais ça comme des précieuses choses qui ont appartenu à des gens. Et le fait que je travaille avec le parlage, je trouvais que c'était parfait comme mot. Pirutiapit, belle petite chose, belle petite objet appartenu, comme ça. Mm-hmm. Ben, est-ce que toujours Alexandre nous fait un petit cours d'étymologie algonquienne, hein, et là, je ne sais pas, est-ce que le mot perle, là c'est un piège que je lui envoie parce que ça n'a pas été prévu, est-ce que le mot perle t'inspire quelque chose? Ben, en Atikamekw, si on dit perle, on dit mégis. Mais je ne me rappelle plus exactement les détails, mais ça a un rapport avec l'éclair qui frappe un rocher, frappe un arbre, que cet arbre-là est vraiment bien enraciné dans le rocher. Puis c'est ce rocher-là qui éclate. Puis c'est de là qu'on fait des petites perles à ce moment-là, puis qu'on utilise ces perles-là. C'est l'action de l'éclair qui chauffe le roche puis qui fait éclater. Mais je ne vois pas de référence avec une perle, quelque chose d'important. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Mais important, plus précieuse, comme
belles petites choses. Oui, comme en français. Comme en français, on dit pierre précieuse, justement, pour parler des bijoux. Oui, c'est ça. Mais belles petites objets. Pyrothérapie. Puis, mais ça, pyrotica, mes objets, mes choses. Pyrothérapica, mes belles petites choses. Fait que c'était l'idée un peu de. Puis c'est beau comme son, pyrothérapie. Je trouvais ça beau. Et parce que la langue inuit est très poétique aussi, là, c'est très descriptif. Puis il y a des mots des fois qui je trouve ça beau, la façon qu'on a décrit une affaire. Comme pyrothiaque, j'utilise toujours ça comme exemple. Pyroc, c'est le verbe pousser. Siak, c'est le préfixe qu'on met à la fin de quelque chose qui est beau. Comme arnasiak, arnak qui est femme. Arnasiak, belle femme. Angotitiak, angoté qui est homme. Bel homme. Donc, pyrothiaque, c'est pousser, belle chose qui pousse. Et j'ai trouvé ça super beau. Est-ce que ton langage est agglutinant? Les mots s'allongent-tu, dépendamment? Oui. Tu peux ajouter des suffixes, des suffixes. Puis c'est comme un genre de mot qui est une phrase, en fait. Qui n'est pas vraiment une phrase, mais qui est un mot. Avec juste beaucoup d'adjectifs ajoutés à ça. Il y a des fois, dans mon village, là, au Nunavik, il y a des concours pour dire le mot le plus long. Fait que je trouve ça drôle, mais oui, c'est tout très descriptif. Est-ce que quand tu as rencontré les Yakoutes, est-ce qu'il y avait des parentés au niveau du langage? Pas de langage, mais de la façon d'être. Très, très, très rapidement, j'ai rencontré Tatiana et très rapidement, c'était comme ma soeur, comme ma cousine, comme ma mère, comme ma tante, comme mon amie. Très, très, très rapidement dans la façon d'être, de partager, de tout de suite, on achète de l'épicerie, chacun de notre côté, mais tu es très le bienvenu de manger ce que tu veux. Et le matin, je t'ai fait un café ou je lui faisais le déjeuner. C'était très, 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 comme chez nous, en fait, comme quand je vais chez mon frère, quand je vais chez ma mère. Très, 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 très rapidement. Et aussi l'histoire coloniale, très ressemblant. Mais je voyais une différence en termes de temps. Au Canada, ça va pas si bien pour les Autochtones, mais ça va quand même bien en termes de reconnaissance. On est reconnu comme étant peuple premier de notre pays. Et on est reconnu d'avoir certains droits. C'est sûr qu'on a plus de droits qu'on devrait avoir plus de reconnaissance. Mais elle est même pas reconnue comme premier peuple de son. Et elle expliquait qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de racisme et de discrimination, même à la télé. Elle expliquait que les politiciens, c'est pas inhabituel d'entendre les politiciens dire les faces de lune, parce que on a comme les Inuits puis les Yakuts, on a une face ronde comme ça. Les faces de lune, il faut pas boire avec les faces de lune, ou comme des trucs comme ça vraiment vraiment dégueulasses là. Et en termes de droits, sont pas reconnus comme peuple autochtone. C'est vraiment un truc assez hallucinant, là. Mais en termes d'éducation, ils sont beaucoup plus éduqués. Comme c'est pas rare de rencontrer. Puis tu sais, chez nous, au Nunavik, c'est très rare qu'on va rencontrer des gens avec des maîtrises ou des bacs ou des trucs comme ça. Mais chez elle, tout le monde est éduqué bac, masters. Elle avait un master's en écriture littéraire. Fait que c'était très différent en termes de où ce qu'on était
par rapport à nous, par rapport à elle, mais l'histoire coloniale était très, très liée, très pareille. Juste à des temps différents. Mais elle était tellement talentueuse puis tellement magique comme personne. Je me sens je suis reconnaissante de l'avoir rencontrée là. Alors, écoute, Niap, c'est magnifique. On répète qu'il faut aller au McCord voir l'exposition. Le travail que tu as fait avec les photos, et quand on le voit maintenant, on voit la continuité. Hein? C'est comme un perlage continuel. Le fil remonte très loin et chaque génération ajoute sa perle. Et c'est toujours la même famille 8 qui est là, mais qui s'adapte à son époque. Et c'est toujours un grand bonheur. Il faut rajouter le suffixe tiac à tout ce que vous faites. Merci beaucoup, c'est gentil de dire cela. Alors, Alexandre, là-dessus, est-ce que ça nous fait une conclusion? Ben oui, on peut conclure. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec moi, ça fait plaisir. Ben, écoute, merci du partage. Ça a été pour nous aussi un moment formidable. Et je suis sûr pour tous ceux qui nous écoutent, là, qui sont aussi certainement, ont partagé aussi cette joie-là de mieux te connaître. Keep right on. Oui, puis dernièrement aussi, notre exposition, il finit quand? Je pense que c'est le 21 août. Le 21 août, OK. C'est quand même une expo assez long, là. C'est cool. Puis on va profiter pour saluer et remercier Mme Sauvage, la directrice du McCord, et Jonathan Lainé, le commissaire autochtone, puis évidemment tous les gens avec qui il travaille. Ils t'ont offert une belle expérience, mais ils ont aussi offert, en voie de conséquence, une expérience formidable pour tous ceux qui voudront aller voir, et j'insiste encore, faut aller voir cette exposition. C'est vraiment un moment inoubliable d'être en contact avec toute cette installation formidable autour de l'art par le lien de transmission féminine chez les Inuits. C'est magnifique. C'est gentil. Merci beaucoup. Puis pour les artistes qui écoutent, je crois que c'est un programme qu'ils font annuellement ou à tous les 2 ans, mais appliqué. C'est vraiment magique de rencontrer des objets aussi vieux et avec autant d'énergie inspirante. Là. Fait que appliqué, vous avez la chance. Là. On t'entend pas, André? Même les artistes non autochtones, c'est pas un programme qui est exclusif aux Autochtones. Ils sont favorisés, mais il y a aussi des artistes d'autres origines qui peuvent très bien appliquer. Oui, mais il y a cette programme, je pense que cette programme elle-même, c'était réservé aux artistes contemporains autochtones. Là. Mais oui, il y a d'autres programmes, mais oui, ça a été un plaisir de le faire, puis what a great time, man. I had such a great time. C'était vraiment cool. Juste une question de même. Toi, je pense que je t'ai connu en 2018 dans Aquay. Oui. C'était-tu là que tu as commencé? Avec, j'ai commencé. Je me rappelle même plus. J'ai commencé, j'avais 26 ans quand je me suis lancée au Cégep du Vieux. Je sais pas c'est en quelle année, mais c'est c'est dans ces temps-là. Tu as dit 2015, hein, c'est ça? 2018. 2018. À l'événement Coué à Québec. Oui. Mais c'était pas mal. Il me semble que c'était pas mal dans ces temps-là. Je sais pas, je suis pas très bonne avec. Moi, je pensais que ça faisait comme 8 ans depuis ma première expo, mais j'ai vu dernièrement que ça fait juste 3 ans. Fait que je sais pas. There's too much things happening. C'est ça, j'ai l'impression que tu as comme débarqué comme ça, puis
là, on te voit partout et j'imagine que ça va pas arrêter de sitôt. Là, fait qu'on va sûrement te voir ailleurs dans d'autres occasions. Ouais, ben autant, tant et aussi longtemps que j'ai des idées puis l'énergie pour créer, ben je vais être là. Je nous souhaite que ça dure encore longtemps parce qu'on est toujours très content de voir les résultats. Et puis là-dessus, alors, il n'y a pas seulement les gens qui font du perlage qui peuvent nous écouter, c'est tous les midis, les mercredis, et on reviendra la semaine prochaine. Et merci encore, Niaps, ça a été un moment formidable. Ah, d'accord, Mick. Miigwetz.